Merci à vous. Donc, effectivement, je vais commencer par quelques mots sur CSC. Donc, CSC, c'est un cabinet de conseil, 90 000 personnes dans le monde, 2400 personnes en France, et on a trois métiers. Donc, un métier de conseil en management, un métier d'intégration de systèmes et un métier d'externalisation. Donc, moi, je suis responsable de la practice conseil assurance, dans laquelle nous avons logé depuis 2006, parce que c'est la première mission, la date à laquelle nous avons réalisé notre première mission dans le domaine des services à la personne, le domaine des services à la personne. Et donc, on y est présent depuis 2006, toujours présent en 2012, malgré la réduction des budgets consacrés au conseil, malgré la crise du secteur. Donc, et ça, notamment parce qu'on a été capable de notre approche d'apporter de l'innovation. Donc pour nous, l'innovation pour des cabinets de conseil comme CSC, c'est principalement de l'innovation qui porte sur des problématiques de processus et des innovations technologiques. Et donc l'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous parler finalement comment on fait de l'innovation. Donc c'est une démo, enfin les slides forcément, ça va être un résumé de l'approche qui est extrêmement détaillée, mais je pense que vous aurez l'occasion de me poser les questions par la suite si vous souhaitez avoir plus de détails. Peut-être juste avant de commencer, comme ça fait longtemps que je m'occupe des services à la personne, moi je parle plutôt de domaine des services à la personne que du marché, parce que c'est pas un marché. Compte tenu de la complexité de l'ensemble des aides qui existent dans le secteur, on ne peut pas vraiment parler d'un marché, c'est un domaine. Et en plus, c'est même quand on dit domaine des services à la personne, ça ne veut rien dire parce que dans les services à la personne, il y a plusieurs marchés, enfin plusieurs domaines, plusieurs services qui sont très différents. Tout ce qui touche aux personnes âgées et dépendantes, ça représente plus de la moitié du volume d'heures qui est réalisé aujourd'hui dans le secteur. Ensuite, on a le domaine effectivement des services d'équilibre de vie. Je pense que c'est ça l'expression d'O2, équilibre de vie, où on trouve des problématiques de services ménagers. Ensuite, on a la garde d'enfants. Et encore une fois, dans l'ensemble de ces services, les problématiques sont extrêmement différenciées. Donc, moi, j'évite de parler de services à la personne en général et il faut vraiment, vraiment descendre. Si on veut comprendre les enjeux de ce secteur, il faut vraiment descendre au niveau de chacun des services. Donc, la première question qu'on s'est posée, c'est comment, effectivement, dans la complexité du domaine des services à la personne, comment fait-on pour identifier les différents acteurs ? Donc il y avait une manière classique qui consistait à dire, effectivement, il y a des entreprises, il y a des conseils généraux, mais encore une fois, ça ne permettait pas de comprendre la manière dont ces gens-là interagissaient entre eux. Donc nous, on est parti dans une cartographie qui a consisté à plutôt identifier les rôles qui sont exercés par les différents acteurs. Et donc ça nous a permis de constater qu'il y avait 7 familles et 17 sous-familles dans le domaine des services à la personne, et ils sont définis par les rôles qu'ils exercent. Donc je les cite rapidement, il y a des financeurs de prestations, avec 2 sous-familles qui sont des financeurs publics, donc on va principalement trouver des conseillers généraux, mais aussi l'ensemble des organismes qui participent au financement ou au cofinancement des différentes prestations dans le domaine des services à la personne, notamment les CAF, mais ça peut être aussi l'assurance maladie pour un certain nombre de prestations. Les financeurs privés, donc là on va trouver par exemple des compagnies d'assurance ou les entreprises qui peuvent financer une partie des prestations qui sont versées à leurs salariés. Les distributeurs, avec 2 typologies de distributeurs, des distributeurs à vocation commerciale et des distributeurs à vocation non commerciale. Donc derrière le mot distributeur, il faut voir le rôle. Ça veut dire que c'est un organisme qui met à disposition des services, donc soit par exemple une entreprise pour ses salariés, mais là ça participe ça fait partie des avantages, on va dire, sociaux, mais c'est pas quelque chose qui a une vocation commerciale. Donc on ne vend pas des prestations à des salariés. Distributeurs à vocation commerciale, bien évidemment, on trouve des banques, des compagnies d'assurance. Nous avons des gens qui organisent. Donc là, on trouve des organisateurs privés, qui peuvent être des assisteurs, qui peuvent être les enseignes nationales des services à la personne, mais aussi les organisateurs publics. Un conseil général, une mairie, peut jouer le rôle d'organisation dans le domaine des services à la personne. Ensuite, bien évidemment, on a des gens qui produisent, soit des associations, soit des producteurs privés, soit des producteurs publics, notamment dans le domaine de la garde d'enfants, ou des intervenants indépendants, qui représentent là aussi, pour comprendre un peu les grandes masses dans le domaine des services à la personne, la majorité des volumes d'heures qui sont réalisés. Ensuite, les personnes physiques qui peuvent être soit des clientes, soit des bénéficiaires, soit des employeurs de personnes. Le grand domaine de CESU avec les émetteurs de CESU, le CRCESU et les organismes centraux, donc régulateurs comme l'ANSP ou les gestionnaires, où on va trouver par exemple l'ACOS ou d'autres organismes de ce type-là.
Et donc, ça nous permet... Et une fois qu'on a fait ça, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là, entre eux? Et donc, vous voyez, c'est extrêmement précis. Hein. Donc, on a identifié 10 domaines d'activité, 62 processus métiers et 346 flux d'échange. Alors, tout ça, j'entre pas dans le détail. Hein. Donc là, je vous ai mis que le début et la fin. Mais ce qui est comprendre, c'est effectivement, dans le domaine des services à la personne, il y a deux domaines. Il y a le domaine de l'agrément. Donc ça veut dire que pour exercer sur ce marché-là, on a besoin, même si on vient d'avoir une évolution législative dans ce domaine-là, on a besoin d'avoir un agrément simple, un agrément qualité. Agrément simple étant disparu il y a depuis le début du mois. On a besoin d'être référencé, ou on peut être référencé. On a besoin de souscrire, de diagnostiquer ou de commander une prestation. On a besoin de l'organiser, de le coordonner, de la facturer, d'encaisser les paiements quand on est client, ou quand on est une entreprise, ou percevoir les salaires quand on est salarié. Il y a un domaine de financement ou de cofinancement extrêmement important. On peut émettre et commander et émettre les CESU ou commander les CESU bancaires. Et tout ça, ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet d'identifier finalement quels sont ce qu'on appelle nous les objets métiers. Les objets métiers qui sont échangés. Et donc on va très concrètement, quand je parle d'un objet métier facture, ça veut dire que c'est l'ensemble des informations qui figurent dans une facture. Quand je parle de l'objet métier agrément, ça veut dire qu'on va trouver l'ensemble des informations qui compose une demande ou un agrément qui est donné par l'ANSP ou par la préfecture. Quand je parle de la commande, ça veut dire qu'on va travailler sur quelles sont les données qui font que c'est une commande. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Pourquoi c'est important dans le cadre de l'innovation? Parce que dans le domaine des services à la personne, et je pense que Bruno l'a très bien résumé, la notion de normalisation, c'est-à-dire le fait de se mettre d'accord sur les choses qu'on échange entre nous, est étroitement liée à la possibilité même de faire de l'innovation. Mais c'est quelque chose qui est spécifique au domaine des services à la personne, mais parce que c'est un nouveau domaine, c'est un nouveau marché. Dans les marchés beaucoup plus matures, on n'a pas besoin de lier aussi étroitement la notion de l'innovation à la notion de normalisation ou d'industrialisation. Ici, c'est le cas. Et notamment parce que quand on a fait tout l'exercice, donc on a identifié les acteurs, on a identifié les processus métiers, on a identifié les données qui sont échangées, on arrive à la conclusion suivante. Et là, on retrouve les éléments qu'on a vus tout à l'heure, c'est qu'il n'y a aucune norme. Pour un même processus métier, on va trouver des flux et des données qui sont complètement différentes selon les acteurs. Pour être extrêmement concret, dans le cas d'une prestation comme APA, il y a 101 conseils généraux en France, il n'y en a pas un qui fait de la même manière. Hein? Si je prends une prestation, moi j'aime bien cet exemple-là, la PSU, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la PSU, prestation de service unique. Prestation de service unique, c'est une prestation qui est versée par les CAF pour subventionner les crèches. Les crèches qui peuvent être gérées soit par les villes, donc c'est une crèche municipale, donc publique, soit par un acteur privé en délégation de service public. Et ça s'appelle prestation de service unique. Il n'y a pas un CAF qui demande la même chose pour mettre en place une PSU. Et ça va d'un dossier du type projet pédagogique à l'horizon 2025 qui fait ça, à un simple formulaire qu'on va remplir. Donc je caricature un peu, c'est pas tout à fait le cas. Et en plus, la CAF travaille dans ce domaine-là. Mais aujourd'hui, le constat qu'on fait dans les services à la personne, c'est que rien n'est normalisé. Et c'est le deuxième point, il existe un socle commun de données. Tout simplement parce que les besoins métiers entre les acteurs sont proches. Quand on fait de la garde d'enfants, quand on gère une crèche, on n'invente pas à chaque fois les besoins qu'on a entre les acteurs. On est capable de définir un socle commun des données, mais ce n'est pas un effort qui a été fait de manière concertée, et c'est là où on voit effectivement que les acteurs ne se parlent pas entre eux, mais c'est plutôt le fait qu'on a des besoins métiers proches. Les échanges. La majorité des échanges ne sont pas optimisés. Je vais parler tout à l'heure plus en détail de ce que j'entends par optimiser. Et surtout, ça génère des coûts de gestion importants. Donc, si je prends le modèle économique d'une entreprise de service à la personne, comme O2, mais ça peut être une autre entreprise ou même une association, entre 70 et 75% des coûts, c'est des coûts salariaux. Le coût salarial direct, soit de l'intervenante, soit les coûts salariaux des personnes qui encadrent. Ça peut être un peu plus aussi, parce que moi, les salaires ont plutôt tendance à augmenter, donc du coup, la part des coûts salariaux augmente aussi. Donc, ça veut dire que quand on va parler des coûts de gestion, ça veut dire qu'on va jouer sur
à peu près 25% des coûts. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas la majorité, mais il n'empêche que c'est ça qui nous reste. Et c'est pour ça aussi, je fais une parenthèse, c'est pas possible de faire du low cost, c'est pas possible de faire du low cost dans le domaine des services à la personne. Moi, on m'a déjà demandé de faire des missions pour définir un modèle low cost. Bon, c'est pas possible parce que quand 80% des coûts, c'est des coûts salariaux et il y a quelque chose qui s'appelle le SMIC, c'est pas possible de faire du low cost. Donc, on est obligé de jouer sur les coûts de gestion qui représentent donc entre 20 et 25% des coûts. Malgré ça, tous les acteurs multiplient les initiatives. Donc, il est évident que quand on doit optimiser ses coûts, on va prendre des initiatives, mais aujourd'hui, il n'y a aucune dimension nationale et partagée entre les acteurs. Donc, on revient au point qui a été cité tout à l'heure. Toutes les bonnes pratiques, bon, on les connaît, on les identifie, mais il n'empêche que, et vous allez voir tout à l'heure dans le processus d'innovation, on a besoin, ce qu'on appelle vraiment de bien traiter la problématique de déploiement, parce qu'il ne suffit pas d'innover, hein, il faut déployer derrière, et aujourd'hui, on ne sait pas déployer les bonnes pratiques dans le domaine des services à la personne. Et en même temps, tout le monde dit, oh, c'est génial, on a besoin d'optimiser, on a besoin de normaliser, mais bien évidemment à ce que ça tienne compte de l'existant. Donc personne n'a envie de remettre en cause ce qu'il a déjà construit, et surtout tout le monde a envie à ce que ce soit payé par quelqu'un d'autre. Donc quand il s'agit d'investir justement dans la problématique d'innovation et de normalisation, c'est pas toujours évident. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'en termes d'outils de gestion, parce que dans tous les domaines, si on n'a pas les bons outils de gestion, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, on se rend compte que les outils de gestion, et notamment les outils de gestion standards, logiciels qui sont déployés sur le marché, c'est plutôt des technologies assez vieillissantes, très peu vertes, et qui ne permettent pas justement de développer de la communication. Donc technologie fermée, effectivement. Un obstacle au développement des interfaces d'échange, ça c'est extrêmement important parce que vous avez vu tout à l'heure, hein, même si on n'est pas entré dans le détail de tous les processus métiers, dans un domaine comme les services à la personne où systématiquement se pose la question qui organise, qui coordonne, qui finance, qui cofinance, il est évident qu'on a besoin de s'échanger des informations. Alors qu'aujourd'hui, la majorité des échanges sont réalisés sous format papier. Donc si demain on est capable de mettre en place des échanges informatisés, c'est quelque chose qui, je pense, va jouer un rôle important dans le développement du secteur. Donc on arrive à la conclusion suivante, c'est que l'innovation technologique, et c'est ça où nous on a essayé de travailler avec nos clients, aussi bien privés que publics, hein, parce qu'on a aussi bien travaillé pour des ministères ou pour des organismes que pour les assureurs ou les banques dans ce domaine-là. Il faut d'abord faciliter et fluidifier les échanges. Donc ça veut dire que sur la base d'une analyse extrêmement précise, ramenée à un objet métier, donc qui sont vraiment la somme des données qui composent un objet métier, on a été capable d'identifier, donc là je vous ai cité 3 projets, mais il y en a beaucoup. Par exemple, quand dans le cadre de la page, aujourd'hui, l'ensemble des prestataires dans le domaine de la garde d'enfants vous disent sur leur site internet que vous avez droit de bénéficier de la page prestation d'accueil de jeunes enfants, et ça réduit considérablement le coût horaire de la prestation. Il n'empêche qu'aujourd'hui, dans ce process métier-là, du point de vue du client, vous allez recevoir la facture de votre prestataire à laquelle il va joindre une attestation qui doit être envoyée à la CAF. La CAF, parallèlement, va vous envoyer un autre formulaire. Et ensuite, vous allez renvoyer le formulaire à la CAF et vous allez attendre. Alors que si un prestataire a été identifié, en tout cas référencé, agréé une seule fois, dans une base de données qui est partagée par tout le monde, à laquelle tout le monde peut accéder. Elle existe aujourd'hui, hein, elle s'appelle Nova. Il n'empêche que Nova, tout le monde n'y accède pas. Donc, ça serait bien, par exemple, si les CAF pouvaient accéder à la base Nova. Donc, si une entreprise est agréée par la CAF, rien n'empêche que l'entreprise envoie directement les informations concernant la consommation mensuelle à la CAF et que le client se contente sur un site internet, dans son espace sécurisé CAF, de valider le nombre d'heures qui sont... Et ça fait, du côté des entreprises, c'est un gain. Du côté de la CAF, c'est un gain aussi parce que ça réduit les coûts de gestion. Et du côté des clients aussi, parce que ça vous évite d'avoir des décalages de trésorerie dans un domaine dans lequel, Bruno a parlé tout à l'heure de l'avance fiscale, décalage de trésorerie, c'est que pour la plupart des gens, c'est extrêmement important, surtout dans un domaine comme la garde d'enfants, parce que ce n'est pas un domaine d'équilibre de vie ou de confort. Hein. Quand on a des enfants, il faut bien les faire garder, donc on n'a pas trop le choix. Et les exemples comme ça, ou des projets comme ça, il y en a plein, et qui peuvent apporter une vraie innovation dans la manière dont les échanges sont gérés entre les acteurs.
Deuxième enjeu, c'est baisser les coûts de gestion. Là aussi, on retrouve un point qui a été dit. À la fois baisser les coûts de gestion de l'intermédiation, mais aussi baisser les coûts de gestion des producteurs directs. Et aujourd'hui, si je prends une association, une entreprise qui fait aussi bien des prestations du type service ménager que des prestations pour les personnes âgées et dépendantes, par exemple, elle peut être financée aussi bien par le CG dans le cadre de l'APA ou de PCH, mais aussi par la caisse de sécurité sociale, voire par IP qui gère la retraite complémentaire et qui, dans le cadre de l'action sociale, va verser une aide dans le cadre d'une prestation. Et bien aujourd'hui, un producteur qui a envie de faire ça et qui a envie de se connecter avec des systèmes d'information de ces trois organismes, il va falloir qu'il développe trois interfaces différentes. Et personne ne va le faire. Donc là aussi, on a besoin de travailler sur les outils qui ne sont pas normalisés. C'est-à-dire tous les producteurs ne sont pas obligés de travailler sur un même outil. Et ce n'est absolument pas l'objectif. Et on ne va jamais arriver à ça. Mais si on se met d'accord sur l'interface et les données qui sont échangées, donc on revient au premier point. Là, c'est quelque chose qui, en fait, ce qu'on a besoin de standardiser, et là, on a besoin d'innover, c'est sur ce qu'on appelle, nous, des connecteurs entre un système tiers et un autre système. Troisième point, il faut, dans ce domaine-là, améliorer la traçabilité et la qualité de service rendu aux clients. Donc, moi, je le dis souvent, la problématique de la qualité de service, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. La plupart des entreprises ou des associations qui marchent bien dans le domaine des services à la personne n'ont aucun problème pour trouver des clients. Ils ont plus de problèmes pour trouver des intervenants de qualité que de trouver des clients. Donc, là aussi, une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on a identifié le process qui est concerné par la problématique de traçabilité. On va mettre en place des projets. Donc, je vais en détailler deux. La mise en place des terminaux collaboratifs au domicile des bénéficiaires et un autre sur des supports mobiles. Donc, si je fais un zoom sur les terminaux collaboratifs au domicile des bénéficiaires, service à la personne, ici, je vais citer plutôt l'exemple de la dépendance parce que c'est le domaine qui nous intéresse beaucoup et sur lequel on travaille beaucoup. Si on regarde un peu comment on arrive à la dépendance, hein, on a plusieurs étapes d'avancement. Généralement, ça commence par le départ en retraite, ou des problématiques plutôt de prévention. On est plutôt en bonne santé, hein, donc on n'a pas de problématiques de dépendance à ce niveau-là. Généralement, ça commence vers 75-80 ans avec le diagnostic d'une première pathologie qui va nécessiter des soins récurrents. On va la traiter, mais généralement la situation s'aggrave et c'est très linéaire, hein, mais ça permet quand même de bien séquencer les différentes étapes. Donc une deuxième pathologie qui va nous conduire à l'hôpital. Tout le monde parle soit de l'hospitalisation à domicile, soit de maintien à domicile. Donc je pense que s'il y a un consensus effectivement en France, c'est sur le fait qu'il faut promouvoir le maintien à domicile. Mais le maintien à domicile, c'est la personne, elle souffre, elle a plusieurs pathologies qui la rendent dépendante, et il ne suffit pas, quand on la met donc à son domicile, la problématique est comment je fais pour finalement lui ramener l'ensemble des services qui sont fournis à l'hôpital, c'est-à-dire comment je fais pour coordonner l'intervention de l'ensemble des intervenants, mais sans que ça me coûte plus cher que si je l'avais gardé la personne à l'hôpital. Sachant qu'aujourd'hui, entre parenthèses, personne n'a fait la démonstration que le maintien à domicile coûte au global moins cher que l'hospitalisation. Mais il n'empêche qu'il y a un consensus, donc c'est quand même une voie sur laquelle on va avancer. Et donc, aujourd'hui, qui intervient au domicile ? Aujourd'hui, on a des équipes médicales, on a des équipes médico-sociales, on a des intervenants privés, et on se rend compte que ces gens-là, à part un cahier sur lequel tout le monde va noter des informations sur son passage, ne communiquent pas. Entre parenthèses aussi, le domaine médical et le domaine des services à la personne ne communiquent pas non plus, hein, parce que ce n'est pas du tout les mêmes domaines, ce n'est pas du tout les mêmes acteurs, ce n'est pas la même philosophie. Justement, dans le domaine médical, tout est normalisé, hein, tous les actes sont codés, donc là on est vraiment dans une industrie, entre guillemets, alors que du côté des services à la personne, on est dans un monde beaucoup plus ouvert, on va dire. Et aujourd'hui, ces gens-là ne communiquent pas. Et on a besoin, si on veut optimiser le maintien à domicile, de mettre à disposition de l'ensemble de ces intervenants des terminaux qui leur permettent de communiquer
Les fonctionnalités, il y en a plein, donc je vous ai cité quelques-unes. Hein. Ça va de, je crée un planning, tout simplement la personne va accéder sur sa télé au planning des différentes interventions qui auront lieu dans la journée, voire dans la semaine. Les applications qui permettent de, une fois qu'on a fait une intervention, de saisir un compte rendu qu'on va qualifier du type médical ou du type autre, parce que tout le monde n'a pas droit d'accéder à des données médicales, ce qui est un vrai souci aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, si c'est un cahier papier, tout le monde accède à des données médicales. Donc, ça nous permet de saisir les comptes rendus qui permettent de contrôler la qualité des prestations. Bien évidemment, les enjeux de télégestion. Quand est-ce qu'on arrive, quand est-ce qu'on part, s'il y a un financement public, ça veut dire que ces informations-là sont envoyées directement aux financeurs publics pour qu'ils puissent contrôler l'effectivité des prestations. Ces applications-là, ces terminaux-là doivent permettre, et on l'a vu tout à l'heure dans la frise que je vous ai présentée, le maintien de liens sociaux, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Le fait de permettre aux personnes âgées de continuer à communiquer à la fois en extérieur avec leurs proches, de s'envoyer des photos, de recevoir des mails, c'est des choses extrêmement importantes. Applications de géolocalisation, de téléassistance, et aussi des applications plus spécifiques, par exemple comme pilulier, le fait de mettre en place des piluliers électroniques. Je vais vous parler tout à l'heure de ce qu'on a pu faire dans le domaine mobile. Voilà. Donc, l'idée ici, et ça va faire partie un peu de la conclusion, c'est que si on veut faire de l'innovation dans le domaine service à la personne, il faut descendre au niveau d'un service, au niveau d'une problématique, au niveau d'un objet. On est capable de les décrire, vous voyez, relativement facilement. Les solutions techniques, c'est absolument pas un souci. Hein. Donc, si aujourd'hui vous regardez sur le marché français ou même sur le marché en Europe, aux États-Unis, les solutions techniques existent. Sauf que, et c'est ce que j'ai dit au début, il n'y a aucun déploiement massif sur le marché. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas comment déployer, notamment parce qu'on ne sait pas qui va financer le déploiement et comment. Et comme personne n'a normalisé les choses qu'il faut échanger entre les acteurs, ben en fait, on ne sait pas déployer. Les mobiles, les supports mobiles, c'est quelque chose qui est extrêmement... on a eu l'occasion d'expérimenter, je ne sais pas si vous connaissez l'initiative qui s'appelle Proxima Mobile, qui a été lancée par Nora Berry, à l'époque où elle était la direction des usages de l'Internet. Donc nous avons développé une application sur téléphone mobile et sur la tablette qui était centrée autour de 4 problématiques. 3 problématiques, pardon, loisirs, bien-être et des différents services. En fait, c'était une application qui en fait remplaçait le OS des téléphones mobiles et des tablettes, et donc qui était vraiment adapté à des personnes âgées. Donc, ça allait des applications du type messager unifié, le fait que la personne âgée reçoit, que ce soit un SMS, un MMS, un email sur une seule application, donc sur une seule messagerie, sans se poser la question est-ce que c'est un SMS ou un email, jusqu'à des choses un peu plus sophistiquées. Je vous disais tout à l'heure pilule électronique qui permettait en fait avec un flash code de scanner le code barre du médicament et ça téléchargeait directement la notice et permettait aux pharmaciens de saisir la posologie adaptée à ce type de médicament. Et donc on l'a expérimenté très concrètement auprès des personnes âgées et on est arrivé à une conclusion, peut-être aujourd'hui elle est évidente parce que tout le monde parle des tablettes, mais donc ça a été fait l'année dernière. Et à l'époque, on ne savait pas ce qu'on allait faire avec des tablettes. Et ben nous, on s'était rendu compte relativement vite que la tablette, c'est un excellent support pour les personnes âgées. Le téléphone, ça ne marche pas bien parce que c'est trop petit, les touches ne sont pas assez grandes. Voilà, donc il faut que les téléphones soient cantonnés à la fonctionnalité basique, à savoir téléphoner. Mais par contre, la tablette, ça n'a pas la complexité d'un ordinateur, c'est tactile. On peut le retourner. Et donc, du coup, pour ce type d'application, on s'est rendu compte que c'était un très bon support. Et en tout cas, le fait de développer ce type d'application, c'est quelque chose qui permettait de rendre tout simplement la vie beaucoup plus facile aux personnes âgées dans le cadre de leur maintien à domicile. Donc, en conclusion, les innovations technologiques, si elles ne répondent pas aux besoins métiers extrêmement précis et surtout si elles ne disposent pas d'un modèle économique viable, ne marchent pas. Et beaucoup d'innovations technologiques aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure de la maison d'Orange à Issy-les-Moulineaux, effectivement, vous allez avoir une maison bardée de capteurs, des technologies extrêmement sophistiquées, mais en fait, la plupart vont rester à Issy-les-Moulineaux. Pourquoi ? Parce que ce soit des créateurs ou des promoteurs de ce type de services, la réflexion autour de modèles économiques n'est pas suffisante et on n'arrive pas à trouver un bon modèle économique pour les développer.
Et deuxième conclusion, dans le domaine des services à la personne, dépendance, comme dans beaucoup de secteurs économiques, ce n'est pas le fait de trouver une solution. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, il y a plein de gens qui cherchent, il y a plein de gens qui trouvent, et toutes ces solutions-là existent. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est les déployer de manière opérationnelle sur le marché dans le domaine. Donc vraiment aujourd'hui, moi, un peu le message global, c'est nous, la principale difficulté qu'on a, c'est pas du tout d'identifier où est-ce qu'on peut être innovant en termes de process, où est-ce qu'on peut être innovant en termes d'organisation, où est-ce qu'on peut être innovant en termes purement technologiques, c'est comment je fais tout simplement pour la déployer. Et pourquoi on n'arrive pas à déployer? Parce que dans ce domaine-là, il n'y a pas une gouvernance globale. Il n'y a pas de gouvernance globale, il n'y a pas quelqu'un qui dit que voilà les bonnes pratiques, voilà la manière de conduire ces bonnes pratiques. Il n'y a pas de gestion de projet et de coordination à un niveau global. Si vous prenez le domaine médical, il y a un organisme qui s'appelle ACIP Santé qui lance plein d'initiatives et qui permettent de déployer auprès des différents professionnels de santé les solutions, notamment la bureautique santé, le dossier médical partagé, même si ça a pris beaucoup de temps, il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a une démarche qui est construite et qui marche plutôt bien. Aujourd'hui, dans le domaine des services à la personne, on ne l'a pas. Et surtout, personne ne gère ce que nous on appelle des référentiels communs et qui sont partagés. Donc, on revient toujours à la même question, c'est que personne n'est d'accord sur rien. Voilà. Alors que les besoins métiers, c'est exactement les mêmes. Et même quand on arrive à faire la démonstration, vous avez parlé tout à l'heure de l'avance fiscale, hein, et c'est ça qui est assez paradoxal, et de point de vue des consultants extrêmement difficile à comprendre, vous arrivez à faire une démonstration, mais qui est incontestable. Hein. Eh ben non. Voilà. Et donc du coup, pour nous, on continue à y travailler, et donc on espère que sur une dizaine de projets qu'on avait en expérimentation, il y en a quelques-uns qui vont finir par aboutir et porter leurs fruits dans le domaine des services à la personne. Voilà, merci. Merci beaucoup.